on est le participant, soit on est l'arbitre. On ne peut pas être les deux à la fois. Penses-tu que M. Trump ne comprend peut-être pas cela? Comme s'il croyait vraiment être le médiateur, et que les États-Unis ne sont pas vraiment ceux qui combattent la Russie dans ce cas. Et le fait que Dmitri Medvedev joue en ce moment son rôle de mauvais flic sur les réseaux sociaux, c'est vraiment, à mon avis, la cerise sur le gâteau. Ce qui laisse un goût très amer dans la bouche de Donald Trump. Et présenter la Chine comme le grand méchant, puis partir en guerre et mourir pour les États-Unis. Ou bien développer des liens plus profonds avec la Chine, peu importe ce que l'on pense de son système, afin de devenir plus prospère. Danny Haiphong, c'est un animateur sur YouTube. C'est un analyste. En fait, c'est quelqu'un que je regarde sur YouTube. Il reçoit d'excellents invités, pose d'excellentes questions et parle en général de géopolitique et de nombreux sujets dont nous discutons en ce moment. Et il a la gentillesse de nous accorder un peu de son temps. Il nous rejoint depuis la ville qui ne dort jamais. Mesdames et messieurs, depuis New York, Danny Haiphong. Danny, comment vas-tu, mon ami? Je vais bien. Merci beaucoup de m'avoir invité, Rick. J'apprécie vraiment toutes vos paroles aimables. Je respecte énormément tout le travail que vous accomplissez. Et je suis heureux que vous disposiez d'une si belle tribune pour parler de la vérité sur tous ces sujets. Eh bien, vous savez, c'est intéressant que vous disiez cela, parce que oui, à bien des égards, si j'avais eu le choix dès le départ, je serais encore assis à Washington, D.C. ou à Miami, en train de faire mon émission et de partager avec le peuple américain une perspective venant d'un pays qu'ils devraient pouvoir comprendre et connaître, même s'ils ne sont pas d'accord, n'est-ce pas? Mais le pays dont vous et moi sommes originaires, en tant qu'Américains, a décidé que nous, tout comme les Soviétiques à une certaine époque, et tout comme mes oncles et mes parents à une époque à Cuba, n'avons pas le droit de recevoir des informations extérieures, comme le monde a changé. Oui, c'est bien l'époque dans laquelle nous vivons, Rick. Il y a une campagne de censure généralisée pour faire taire la vérité, surtout en ce qui concerne l'Empire, car l'Empire est effectivement en déclin. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce que Trump vient de faire? Je veux dire, tu as entendu ce qu'a dit Ritter, et tu as entendu ce qu'a dit Mearsheimer. L'idée que j'imagine ses sentiments aient été blessés, ou qu'il n'ait pas aimé les mots utilisés par Medvedev, ou peu importe, et qu'il décide d'envoyer 2 sous-marins nucléaires au large des côtes russes. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, en surface, il semble que Trump soit frustré par Dmitri Medvedev. Mais en réalité, ce qu'il frustre vraiment, c'est l'approche de la Russie en général. À mon avis, Donald Trump pensait qu'en arrivant au pouvoir, il pourrait s'asseoir avec ses homologues russes et, en gros, leur donner un ultimatum silencieux. Accepter un cessez-le-feu, arrêter cette guerre parce que je l'exige. Mais la Russie et Vladimir Poutine n'ont rien fait de tel. Ils n'avaient absolument aucune intention de régler ce conflit selon les conditions dictées par les États-Unis. C'est pourquoi, lors du processus de négociation initial, aucun progrès n'a été réalisé. Les États-Unis n'ont même pas envoyé à la Russie de propositions qui pourraient aboutir à un règlement de paix. L'intention depuis le tout début était de forcer la Russie à capituler. Et la Russie, étant donné qu'elle est en train de gagner la guerre, ne ferait jamais une telle chose. C'est donc vraiment l'approche de Vladimir Poutine. Le fait que la direction russe poursuive calmement et discrètement ses affaires, avance sur ses objectifs dans le cadre de l'opération militaire spéciale et le fasse de manière très très efficace, à la fois sur le champ de bataille et dans le domaine politique plus large. C'est ce qui rend Donald Trump complètement fou. Et le fait que Dmitri Medvedev joue en ce moment son rôle de mauvais flic sur les réseaux sociaux, c'est vraiment, à mon avis, la cerise sur le gâteau. Ce qui laisse un goût très amer dans la bouche de Donald Trump.
Voilà donc comment Donald Trump réagit lorsqu'il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut. Et vraiment, je considère la personnalité de Donald Trump dans l'ensemble comme l'un des reflets les plus purs de la façon dont les États-Unis, en tant qu'hégémon et empire, ressentent réellement la situation concernant la Russie et l'Ukraine. Les dirigeants, les maîtres de ce système, semblent incapables d'accepter qu'ils n'obtiendront pas gain de cause en Ukraine. Et pourtant, ils n'arrivent pas à se détacher de cette guerre par procuration perdue qu'ils ont eux-mêmes déclenchée. Ainsi, le fait que Donald Trump ait envoyé à l'Ukraine des sous-marins nucléaires est une fois de plus un autre reflet du fait que les États-Unis ont la guerre nucléaire en tête. Donald Trump a lui-même déclaré « Nous sommes prêts pour la guerre nucléaire ». La vérité, c'est qu'en réalité, les États-Unis ne sont pas prêts pour une guerre nucléaire, car personne ne l'est, parce qu'une guerre nucléaire, comme la Russie l'a récemment affirmé par la voix de Dmitri Peskov, serait une perte pour tout le monde. C'est pourquoi la Russie a développé le missile Avangard, car il a la capacité de parcourir plus de 5000 km en quelques minutes et de causer des dégâts sans le coût nucléaire équivalent à une arme similaire. La Russie se prépare à une guerre longue. Elle se prépare à une guerre sanglante. Elle l'est déjà, surtout pour le camp ukrainien. Mais la Russie, depuis le début, se prépare à une guerre contre l'OTAN. C'est ainsi qu'elle perçoit l'Ukraine. L'administration Trump ne trompe personne. Donald Trump n'a pas trompé Poutine, et il n'a trompé personne au sein de la direction russe. Et Dmitri Medvedev ne fait qu'énoncer ces conditions de la manière la plus crue et la plus explicite. Je pense que l'affirmation la plus importante est que la Russie n'est pas Israël. La Russie n'est pas l'Iran. Elle ne va pas simplement négocier pour le principe de négocier. Et elle ne va pas non plus faire tout ce que les États-Unis lui disent de faire. Même si, à mon avis, l'Iran ne fait pas non plus cela. L'Iran, cependant, considère les négociations comme très importantes, parce qu'il a besoin que les sanctions soient levées. Mais la Russie n'est pas du tout dans cette position, car les sanctions n'ont en réalité que très peu d'impact. La situation est très sombre. Les États-Unis ne sont vraiment pas en position de le faire. Comment pouvez-vous... Il faut vraiment avoir du culot pour se prétendre arbitre, alors qu'on est soi-même un participant. Ce serait comme si toi et moi étions en train de jouer un match de basket en ce moment. Je joue contre toi et je suis en train de perdre. Et au milieu du match, je sors un sifflet et je commence à souffler dedans, en disant que je demande un temps mort et que je vais chercher des gars de 2,20 m pour jouer contre toi. Je veux dire, on ne peut pas faire ça. Soit on est le participant, soit on est l'arbitre. On ne peut pas être les deux à la fois. Penses-tu que M. Trump ne comprend peut-être pas cela? Comme s'il croyait vraiment être le médiateur, et que les États-Unis ne sont pas vraiment ceux qui combattent la Russie dans ce cas. Eh bien, Donald Trump est la définition même du narcissique. Et Donald Trump n'essaie même pas de le cacher. Je ne nierai même pas le fait qu'il a une très haute opinion de lui-même. Une chose qu'il nierait probablement cependant, c'est que ce narcissisme prend souvent une forme très enfantine. Et ce n'est pas une attaque personnelle, parce que les libéraux, les démocrates, ils aiment parler de santé mentale. Ils aiment les attaques personnelles contre Donald Trump. Il s'agit simplement d'une observation basée sur la façon dont il se comporte réellement en réponse et en lien avec les politiques qu'il met en place. Donc c'est simplement une observation. Si nous étions des enfants, si nous étions aux États-Unis à l'école en train de faire du sport, et que nous nous comportions comme Donald Trump l'a fait, il est fort probable que l'entraîneur ou l'enseignant ou la personne qui surveille nous mettrait au coin. Car c'est ainsi que Donald Trump se comporte, comme quelqu'un qui a besoin d'être mis au coin. Il a besoin, vous savez,
de se calmer, et il doit puiser dans ce qui lui reste de pensée rationnelle. Mais en réalité, je pense que le point ici a été, et j'ai vu certains qui étaient très optimistes à l'idée que Trump arrive au pouvoir et qu'il puisse peut-être inverser certaines des guerres de Biden. Y compris moi, j'en faisais partie. Oui, oui, oui. Ce que je pense que nous voyons chez certains qui soutenaient fortement Donald Trump, c'est qu'il y avait la croyance que parce que Donald Trump occupait une certaine position, parce qu'il était tellement attaqué par certains éléments de l'establishment, il détiendrait, pour préserver sa propre légitimité et son besoin d'apparaître fort, une sorte de mandat populaire, au moins pendant un certain temps, peut-être des mois, peut-être durant les premières années de son mandat. Tout cela a volé en éclats, car ce qui, à mon avis, n'a pas été pris en compte, c'est le fait que les États-Unis sont en réalité dans une bien pire position en termes de politique étrangère et de rôle hégémonique que ce qui avait peut-être été supposé lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Le fait est que le conflit en Ukraine est complètement dans l'impasse. La situation en Asie de l'Ouest est hors de contrôle. Et Gaza, l'Iran, tout cela dégénère en une situation qui entraînera indéfiniment les États-Unis dans une guerre sans fin là-bas. Et bien sûr, le conflit plus large avec la Chine est en réalité déjà une défaite pour les États-Unis. La seule question est de savoir jusqu'où les États-Unis iront pour tenter d'arrêter la Chine. Ce qui non seulement échouera, mais risque également de conduire à un autre type de guerre catastrophique dans un avenir très proche. Cette dernière affaire avec M. Trump, qui dit aux Indiens, aux Chinois, aux Brésiliens, et à qui d'autre il ajoutera, j'imagine demain, que s'il continue à être ami avec la Russie, on dirait que je parle de quelqu'un au lycée ici. S'il continue à être ami avec la Russie, alors ils peuvent oublier d'être amis avec les États-Unis. Et les États-Unis vont les punir et ne seront plus leurs amis. Ça me donne presque l'impression, Danny, que si j'étais l'un de ces 3 ou 4 pays, je dirais alors, « Hey, cette fille là-bas qui nous critique au lycée, pourquoi ne formerions-nous pas simplement notre propre club ?» Et nous n'avons pas vraiment besoin d'être amis avec elle, si elle veut pas être amie avec nous. Je veux dire, je sais que j'ai l'impression de décrire un film d'adolescent ici, mais c'est un peu ce que ça donne. Mais ça me semblerait presque logique si demain, on apprenait que la Chine, la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Inde allaient simplement se rapprocher et dire à M. Trump, « Écoutez, continuez à menacer, faites ce que vous voulez. » Vous n'avez pas cette impression. Et est-ce ce à quoi vous vous attendez? C'est déjà en train de se produire, Rick. Nous venons d'assister au sommet des BRICS, que certains sous-estimaient, pensant qu'il n'allait pas accomplir grand-chose, mais qui a en réalité obtenu beaucoup de résultats. Et une grande partie de cela est due, en partie, aux menaces constantes de Donald Trump envers tous ces pays des BRICS que tu as mentionnés, et maintenant à la mise en œuvre de politiques désastreuses dans le domaine économique, sous forme de tarifs douaniers. Récemment, par exemple, les tarifs imposés au Brésil ont conduit ce pays à rediriger son industrie du café, très lucrative, vers la Chine. Ainsi, la Chine va désormais sécuriser ce marché. Je suis allé plusieurs fois en Chine ces dernières années. Disons simplement qu'il y a un énorme marché et une énorme demande de buveurs de café en Chine. Ils adorent le café. C'est devenu bien plus populaire que jamais, et les marques chinoises dominent. Mais désormais, le Brésil aura la priorité sur ce marché en tant qu'investisseur étranger. Et Donald Trump a essentiellement offert cela à la Chine. Et c'est ce qu'il continue de faire sur toute la ligne ici. Car le fait est que l'Inde ne peut pas se permettre d'arrêter le commerce pétrolier avec la Russie. Ce serait suicidaire. Nous avons déjà vu, avec l'accord commercial entre l'UE elle-même et les États-Unis, que faire chuter son économie
et se détruire soi-même au profit du GNL et du pétrole américain est un suicide absolu. Et nous l'avons vu avec la destruction de Nord Stream, avec les sanctions contre la Russie, contre l'Europe. Et maintenant, ils ont essentiellement montré au Sud global, ils ont montré aux BRICS exactement pourquoi ce modèle est un tel désastre. Ainsi, les États-Unis sous Donald Trump considèrent que les droits de douane sont une arme économique, de la même manière que les sanctions. Et Donald Trump n'a pas tiré la leçon de l'échec des sanctions contre la Russie. On peut dire que, même si les sanctions ont eu un impact sur l'Iran, elles ont aussi échoué parce qu'elles n'ont pas provoqué de changement de régime. Et on peut généraliser à l'échelle mondiale. Ce qui se passe, généralement, c'est que les gouvernements redirigent et réaffectent toutes les ressources économiques possibles vers leur propre population, puis ils cherchent des alternatives. Et la Chine, la Russie, les BRICS, ils représentent une alternative très attrayante parce qu'ils n'imposent pas ce genre de conditions et de dictats aux pays désireux de commercer. Ainsi, la Chine, avec son économie massive qui croît de 5% par an, au-dessus des attentes de tous les économistes occidentaux. Les États-Unis, qui en fait ont connu une croissance négative au dernier trimestre et sont stagnants. Et tu viens de le voir, Rick, Donald Trump a dû limoger le responsable de la compilation des données du dernier rapport sur l'emploi au Bureau of Labor. Quand on n'aime pas le message, on s'en prend au messager. Et une grande partie de cela est due aux tarifs douaniers, car ce n'est pas tant que les tarifs eux-mêmes créent des vents contraires économiques, même si au final, ils ont un impact négatif, notamment sur l'inflation. Ce sont des taxes imposées aux Américains. Mais c'est la manière dont ces mesures sont perçues et influencent la grande classe des entreprises et des investisseurs financiers, qui considèrent les tarifs comme une menace potentielle pour leur propre profit. Ce qu'ils font alors, c'est qu'ils se retirent, car ils comprennent que ce qui va se passer, c'est que les pays étrangers, les entreprises étrangères et les investisseurs étrangers vont eux aussi se retirer. Ce que nous voyons donc, c'est que les États-Unis sous Trump plongent en réalité l'économie américaine encore plus dans la stagnation. Et cela ne va profiter qu'aux BRICS, et bien sûr à la Russie, à la Chine et au Sud global émergent. Au final, c'est bien ce qui se passe, n'est-ce pas? Et c'était probablement inévitable dès le départ, car les États-Unis n'allaient de toute façon pas concourir à armes égales. C'est choisir son poison. Soit les États-Unis vont faire la guerre à ces pays, soit ils vont mener une guerre économique, peu importe. Mais Donald Trump choisit des méthodes et des moyens qui accélèrent en fait ce processus, probablement plus vite que ce qui était prévu. Ne penses-tu pas pourtant qu'il doit bien y avoir un Danny iPhone quelque part dans l'administration? Je me souviens avoir écouté JD parler. J'ai grandi dans la même ville. Je connais Marco Rubio, c'est un peu un de mes contemporains, un Cubain qui a grandi dans le sud de la Floride. Je l'ai entendu au début dire quelques trucs où je me suis dit, enfin quelqu'un parle des BRICS. Quelqu'un sait même ce que sont les BRICS. La plupart des Américains n'en ont jamais entendu parler. Ils pensent que c'est un truc pour construire une maison. J'ai entendu, tu sais, les McGregor me donnaient l'impression qu'il y aurait des gens là-bas qui comprendraient ces choses. Qui sont ces personnes qui parlent au président, qui l'informent? Sont-ils complètement abrutis? Sont-ils idiots? Ignorent-ils tout ce que toi, moi et n'importe qui sachant lire devrions savoir? Eh bien, les personnes dont vous parlez, ce sont les élites non élues, celles qui représentent les plus grands cabinets de lobbying, les plus grandes entreprises. Ce sont celles qui font partie du système de porte tournante, comme Marco Rubio et ce genre de personnes. Marco Rubio est un néoconservateur convaincu, il l'a toujours été, et il a joué un rôle. Il s'est entraîné, vous savez, tous ces politiciens sont des acteurs.
Et il s'est beaucoup entraîné au début de l'administration Trump pour se donner l'apparence d'un soi-disant diplomate. Et maintenant, bien sûr, nous avons vu comment cela a complètement dérapé. Il n'est même pas le chef du département d'État. Il n'est pas le secrétaire d'État. Il ne fait que se donner ce rôle, parce que c'était une concession que Donald Trump a faite aux Adelson du monde et aux néoconservateurs, afin de faire avancer sa carrière et celle de Marco Rubio. Donc ces gens-là, oh, tu as oublié. Tu as oublié une chose, d'après certaines estimations que j'ai vues. Et tu sais, d'après certaines conversations que j'ai eues avec Max, par exemple, les Adelson ont donné jusqu'à 500 millions de dollars à M. Trump. C'est énormément d'argent. Je pourrais envisager de faire tout ce que tu veux, Danny, si tu me donnes 500 millions en liquide. Oui, et Rubio est leur homme. Ils veulent que Rubio ait une longue carrière en politique américaine, y compris peut-être la présidence elle-même, ce qui est une idée cauchemardesque. Mais c'est une éventualité à laquelle les Américains devraient se préparer, car il y aura une élection présidentielle avec Marco Rubio en lice. Mais l'essentiel ici, c'est qu'ils s'en fichent. Ce n'est pas tant qu'ils ne savent pas, car ils ont des think tanks à l'appel, qui parlent constamment de jeux de guerre avec la Chine. Ils évoquent le coût économique des tarifs douaniers. Ils discutent la façon dont les BRICS et le Sud global s'unissent. Et ce dont ils parlent aussi, cependant, c'est d'un agenda de politique étrangère plus large des États-Unis, qui est en réalité l'agenda de cette élite non élue, les financiers, les banquiers, et bien sûr, l'État profond, qui n'est en fait que leurs agents recrutés, le complexe militaro-industriel, etc. Ils ont un plan d'ensemble auquel ils ne peuvent pas renoncer, même si cela a des conséquences négatives pour eux-mêmes. Et on le voit dans les actions de Donald Trump. Provoquer la Russie, n'est-ce pas? Certains disent titiller l'ours, voir jusqu'où ils peuvent aller avec la Russie. Ils espèrent que leur agressivité, leur poursuite absolue et totale de la domination à tous les niveaux, suffira à soumettre ces pays par la menace d'une force absolument dévastatrice. On le voit à Gaza, par exemple. Je pense que Gaza est vraiment un message adressé au monde. Les États-Unis, et bien sûr Israël, en tant qu'alliés, sont prêts à provoquer une destruction totale et à infliger d'immenses souffrances simplement pour obtenir ce qu'ils veulent, même si cela est irréalisable. Je pense que c'est ça le modèle. Le modèle, c'est que les États-Unis, en tant qu'hégémons, feront tout ce qu'ils peuvent pour imposer leur volonté, quel qu'en soit le prix. Donc pour moi, c'est pas tant qu'ils sont stupides, c'est que ils considèrent toute autre voie comme une menace existentielle pour eux. S'ils choisissent une autre voie, cela signifie que les États-Unis devront accepter d'être numéro 2, numéro 3, numéro 4, juste un autre pays, simplement un pays normal dans le monde, comme le disent de nombreux responsables chinois. Leur espoir pour les États-Unis, c'est qu'ils deviennent un pays normal, qu'ils agissent selon le droit international, qu'ils soient aussi grands et aussi prospères, ou ce qu'ils veulent, ou ce qui est, mais qu'ils n'agissent pas en dictateurs ou en hégémons. Les dirigeants américains, les élites, ne peuvent pas accepter cela, car cela signifie moins de profit, cela signifie suivre des lois qu'ils ne peuvent pas supporter. Et cela signifie aussi permettre à la Russie, à la Chine, à l'Iran, au monde multipolaire émergent, d'exister à leur côté. Et ils n'ont aucun intérêt pour la coexistence mutuelle. On le voit avec l'Ukraine, on le voit avec la Chine, on le voit avec l'Iran. Il y a une raison pour laquelle Donald Trump ne peut pas changer de cap. La vérité, c'est que personne à sa place ne sera de toute façon autorisé à le faire. Wow. Et s'il le fait, ou essaie de le faire, ils lui feront subir le même sort qu'à JFK. Je veux dire, il ne serait pas si fou de penser qu'une chose pareille soit possible.
Mais le tableau que vous venez de nous dresser est celui où les personnes élues par les citoyens des États-Unis n'ont rien à voir avec la gestion des États-Unis. Du moins pas pour des questions importantes comme la guerre et la paix. Et ceux qui dirigent réellement les États-Unis sont déterminés à dominer le monde, littéralement. Ils doivent être les numéros 1. Ils doivent être les dirigeants. Ils ne peuvent pas partager ce leadership. Ils doivent dominer. Ils doivent avoir la suprématie sur ce leadership. Et ça, vous l'avez formulé de manière remarquable. Et il m'est difficile de vous contredire quand je regarde les actions des États-Unis au cours des dernières décennies. Vous avez manifestement d'excellentes sources et une compréhension complète de la situation en Chine. Permettez-moi de vous demander, avant tout, j'ai entendu ces dernières 48 heures certains rapports venant des États-Unis selon lesquels la Chine renforcerait son armée, pas nécessairement pour envahir, mais peut-être pour faire quelque chose à Taïwan. Que pensez-vous de ce rapport? Qu'en avez-vous entendu ou que pouvez-vous partager à ce sujet? Eh bien, ces rapports paraissent en fait assez régulièrement. Ils sont très fréquents. Ils commencent souvent sur les réseaux sociaux d'ailleurs, avec très peu de sources ou de preuves pour les étayer. Mais le fait est, et la vérité, c'est que la Chine se prépare à la guerre. La Chine développe et perfectionne une technologie militaire très moderne. Elle possède désormais la plus grande marine du monde. Elle dispose de missiles hypersoniques que nous ne pouvons même pas dénombrer. Elle possède 600 ogives nucléaires. Elle a la capacité de se défendre. Mais en même temps, la Chine n'a pas changé sa position sur Taïwan. Sa position est d'abord la réunification pacifique, que Taïwan fait partie d'une seule Chine, et que toute tentative de séparation de la Chine par des forces sur l'île, et bien sûr avec le soutien des États-Unis, sera suivie d'une réponse. Et tout cela, c'était tellement intéressant parce que j'ai couvert ce rapport, Rick. C'est qu'il est sorti à peu près au même moment où le Center for Strategic and International Studies, ce groupe de réflexion du département d'État, a publié de nouvelles simulations de guerre. Ils font souvent des simulations autour de Taïwan, mais cette fois-ci, ils ont simulé les effets d'un éventuel blocus imposé par la Chine sur Taïwan. Et les résultats étaient bien sûr désastreux. La Chine dispose de toutes les capacités et de toutes les ressources nécessaires pour couper économiquement l'île de Taïwan du reste du monde en quelques minutes à quelques heures. Mais je pense que la coïncidence ici, c'est que la Chine a déjà démontré, lorsque Nancy Pelosi a visité l'île de Taïwan il y a quelques années, et jusqu'à toutes ces autres visites de responsables américains et de personnes comme Mike Pompeo, qui n'est plus un officiel américain aujourd'hui. À chaque fois que cela se produit, la Chine mène des exercices militaires très intenses autour de l'île, imitant un blocus. Et ils font cela pour montrer qu'il est tout à fait possible d'agir très rapidement et que le véritable coup sera celui-ci, pas nécessairement pour le peuple taïwanais, car la Chine ne souhaite pas couper les habitants de Taïwan d'une bouée de sauvetage économique dont ils ont absolument besoin sur le continent. Mais ils veulent montrer aux États-Unis et au reste du monde qu'il y a des conséquences à s'ingérer dans les affaires intérieures de la nation chinoise. Ainsi, la Chine se prépare à la guerre, mais il n'y a pas d'invasion militaire, soi-disant imminente. Il est difficile d'envahir un territoire qui est déjà le vôtre, tant au regard du droit international que de nombreux accords, 3 communiqués conjoints, signés avec les États-Unis au cours des dernières décennies. Donc, ce que vous dites, c'est que si les États-Unis ou l'OTAN essayent de faire à Taïwan exactement ce que les États-Unis et l'OTAN ont fait en Ukraine, par exemple en prenant essentiellement le contrôle, en s'appropriant l'infrastructure militaire, l'économie, la corruption, etc. Alors, en moins de 24 heures, la Chine a un plan pour encercler, bloquer et isoler Taïwan de ces mauvais acteurs. Ai-je bien résumé ce que vous avez dit?
Did I paraphrase what you said? Well, Oui, oui, et ce serait la fin du jeu pour l'économie mondiale, car nous savons à quel point la fabrication de puces semi-conductrices à Taïwan est importante. C'est donc vraiment l'objectif ultime, car nous savons, tout comme la Russie a été très prudente malgré tout le battage médiatique, en réalité, le battage autour de la monstruosité de la Russie et de son image d'agresseur qui ne se soucie pas des civils. Nous savons à quel point la Russie a fait des efforts pour minimiser les pertes civiles. Bien sûr, la Chine est tout à fait sur la même longueur d'onde. Elle ne mènera aucune guerre qui mettrait en danger les citoyens chinois de Taïwan. Parce que cela reviendrait à tuer son propre peuple, non? Oui, exactement. Je veux dire, c'est ça le problème. Ils les considèrent comme des frères. Ils les considèrent comme des sœurs. Ils ont des liens familiaux. Les liens économiques sont très profonds. Oui, la Chine imposera le maximum de coûts avec le minimum de souffrance possible pour les habitants de l'île. Mais je pense que ce qui arrive souvent, Rick, quand on parle de ces sujets, surtout pour les gens de l'Occident collectif qui sont tellement fascinés par le côté spectaculaire de la guerre, c'est que les gens commencent à sous-estimer la Chine quand ils voient Taïwan s'armer avec des milliards de dollars d'armes américaines, quand ils voient les États-Unis soutenir le séparatisme. Et ils demandent, de la même manière que les gens posent des questions sur l'Ukraine, eh bien, pourquoi la Chine ne fait-elle rien à ce sujet? Eh bien, la Chine veut éviter une guerre avec les États-Unis, car cela serait très coûteux pour tout le monde dans le monde. Mais aussi, je pense qu'il serait erroné de sous-estimer la capacité de la Chine à faire exactement ce qu'elle dit qu'elle fera. Si les États-Unis, en soutenant ces séparatistes, franchissent une ligne rouge et les poussent à essayer de séparer l'île de Taïwan et de former une sorte de nation indépendante. Si et quand cela devait arriver, et je pense vraiment que c'est une victoire, car je ne crois pas que les États-Unis aient une autre option dans la région sur laquelle ils puissent réellement agir. Donc, si c'est la seule option pour avancer militairement, la Chine agira, et ce sera rapide et décisif. Les États-Unis se retrouveront dans une position similaire à celle qu'ils occupent en Ukraine. De la même manière, ils seront obligés de décider comment ils vont réagir. Vont-ils réagir de manière imprudente et tenter quelque chose qui causera à coup sûr des ravages économiques et militaires pour les États-Unis? Ou vont-ils se retirer en disant « Ce n'est pas notre combat ». Il est fort probable que ce soit la première option, et je pense que c'est là que réside le principal danger. Qu'en est-il de la mer de Chine méridionale et du conflit permanent que nous y observons, avec les États-Unis affirmant que la Chine va trop loin sur bon nombre de ces îles et obtenant le soutien de la Malaisie, du Japon et de tous les autres pays de la région? Eh bien, c'est un exemple de la manière dont les États-Unis s'ingèrent continuellement dans des affaires qui ne les concernent pas vraiment. La Chine, le Japon, les Philippines. Ces pays ont certes des différends, mais ils disposent de mécanismes pour résoudre ces conflits par eux-mêmes. Ce sont les États-Unis qui cherchent à travers cette région à renforcer leur présence militaire. C'est pour cela qu'ils envoient sans cesse des porte-avions et des navires de guerre là-bas. C'est pour cela qu'ils imposent continuellement de plus en plus de dictats militaires à des nations comme les Philippines en y stationnant des missiles. Tout cela n'est qu'une justification. Il n'existe vraiment pas de problème de la mer de Chine méridionale, en dehors de différends très facilement résolvables entre des pays comme la Chine et le Vietnam, ou la Chine et les Philippines, qui pourraient aisément être réglés par des voies diplomatiques. C'est les États-Unis qui font obstacle à cela et qui essayent d'attirer ces gouvernements dans leur camp afin qu'ils soient de plus en plus disposés
lorsque les États-Unis décideront qu'il est temps de s'engager militairement contre la Chine, à servir de base pour cette opération. Et cela représente, selon moi, une grave erreur de calcul de la part des États-Unis, car ils doivent compter sur des pays qui dépendent également beaucoup économiquement de la Chine. Les pays de l'ASEAN, ceux qui se trouvent dans certaines parties de la mer de Chine méridionale, ont tous vraiment besoin de la Chine pour développer leurs propres économies. Sans la Chine, ils se trouveraient dans une position bien plus désastreuse qu'ils ne le sont déjà, compte tenu de décennies d'extrême pauvreté et, comme nous le savons, d'ingérence et de subjugation occidentale, etc. Donc, en réalité, même dans cette guerre commerciale, la Corée du Sud, le Japon et même les Philippines ont refusé de rompre réellement leurs liens économiques avec la Chine. Il leur sera donc très difficile de s'engager dans le type de conflit que les États-Unis souhaitent. Tout cela profite, d'une part, au complexe militaro-industriel. Cela permet aux États-Unis de continuer à déployer ce qui reste de leur capacité de production manufacturière d'armes dans ces régions, afin de justifier leur production continue. Et bien sûr, les contrats gouvernementaux nécessaires à cet effet. Mais c'est aussi, je crois, une énorme erreur de calcul de la part des États-Unis en matière de politique étrangère, de croire qu'ils peuvent galvaniser leurs soi-disant alliés pour qu'ils agissent à leur place. Je ne crois pas vraiment qu'au final, ce sera le cas, car ces pays, et surtout leur population, devront se demander qu'est-ce qui en vaut vraiment la peine. Mener une guerre haineuse contre la Chine, qui ne fait que semer toujours plus de divisions, et présenter la Chine comme le grand méchant, puis partir en guerre et mourir pour les États-Unis. Ou bien développer des liens plus profonds avec la Chine, peu importe ce que l'on pense de son système, afin de devenir plus prospère. C'est l'offre que, selon moi, la Chine propose. Et elle est presque imbattable dans le sens où, quelle offre choisirions-nous tous dans cette situation? Si l'on se met à leur place, mourir pour un empire en déclin, ou avoir une vie meilleure en commerçant avec un pays doté de nombreuses ressources, d'une grande capacité de production, de haute technologie, etc., et prêt à le faire à un prix très équitable. Je pense que nous choisirions tous la seconde option, si nous avons un tant soit peu de rationalité. Je pense que nous choisirions la seconde option. Permettez-moi de vous poser une dernière question sur notre pays, les États-Unis d'Amérique. En particulier, là où vous vous trouvez en ce moment, New York, peut-être l'un des endroits les plus éclairés des États-Unis, en ce qui concerne des gens qui font des choses folles comme lire des livres, par exemple. Quel est, selon vous, le sentiment général aux États-Unis en ce moment? Pensez-vous que les gens finiront par ouvrir les yeux sur certains des sujets dont nous parlons? J'ai mentionné plus tôt, par exemple, que la plupart des Américains ne savent même pas ce que sont les BRICS, parce qu'on ne leur dit rien dans les médias. Et les médias, vous savez, CNN, c'est une blague, évidemment. C'est pareil pour NBC, c'est pareil pour ABC, c'est pareil pour Fox. Maintenant, il y a de nouvelles entreprises dont on pourrait penser qu'elles essaieraient de proposer quelque chose de différent, comme News Nation ou Newsmax, par exemple. Elles sont pires. Je veux dire, c'est essentiellement le centre du néoconservatisme là-bas. Donc, pour que les gens en Amérique soient informés de quoi que ce soit et aient un minimum de bon sens, ils doivent t'écouter. Ou essayer de m'écouter d'une manière ou d'une autre, même si c'est probablement illégal, ou en fait, tu sais, ils peuvent. Ou écouter Tucker, ou tu sais, d'autres personnes qui existent. Mais il me semble que c'est la seule façon pour eux d'y arriver. As-tu l'impression que ça perce, que ça passe? Quel est ton ressenti? Tu es sur place. Oui, oui. Donc je pense qu'il y a de nombreux aspects à cela. D'abord, je crois vraiment que nous assistons à une sorte de malaise parmi la population des États-Unis. C'est vraiment imprégné et traversé par beaucoup de frustration, beaucoup de mépris envers ceux qui nous gouvernent.
Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. La raison pour laquelle il y a si peu de confiance du public dans toutes les branches du gouvernement américain et si peu d'espoir dans l'économie tient simplement à la réalité de la vie des gens. Le niveau de vie baisse et les gens sont de plus en plus frustrés. Cela engendre une forme de ressentiment qui, à mon avis, traverse tout le spectre politique. Cela se manifeste simplement de différentes manières, selon la façon dont les gens l'expriment politiquement. Mais il y a, je pense, des signes d'une certaine avancée dans la compréhension des gens, en particulier concernant les États-Unis et leur rôle à l'étranger. Donc, pendant la guerre commerciale contre la Chine, au moment où elle a été lancée, lorsque Trump a organisé la fameuse Journée de la Libération en avril, ce que nous avons vu, c'est que lorsque ces droits de douane sont montés à 145% sur la Chine, et que la Chine a refusé de céder, là où je vis, c'est un endroit qui, même s'il est censé être très libéral et soi-disant progressiste, disons simplement qu'il y a beaucoup de gens ici qui avalent sans réfléchir la propagande anti-chinoise et anti-russe. Mais quand cela a commencé à se produire, quand la Chine a montré qu'elle n'allait pas se soumettre à Donald Trump et à ses dictats, beaucoup de gens ont commencé à s'intéresser aux raisons de cette résistance, à la manière dont ils étaient capables de le faire. Et cela s'est accompagné du fait que Donald Trump a tenté d'intensifier, et essaie toujours de le faire dans ses négociations commerciales, une sorte de vente forcée de TikTok, allant jusqu'à l'interdire pendant un certain temps. Cela a conduit à l'explosion de Xiaohongshu, l'application de médias sociaux chinoise aux États-Unis. C'est la seule application à laquelle les utilisateurs américains peuvent réellement se connecter. Et les gens ont énormément appris sur la Chine. Cela s'accompagne d'une prise de conscience accrue concernant Gaza et le rôle des États-Unis dans les horreurs absolues que subit le peuple palestinien aux mains de l'armée israélienne, soutenue par les États-Unis. Et, bien sûr, le conflit en Ukraine, qui, malgré le fait que les habitants des États-Unis ont été tellement inondés de propagande anti-russe que l'antirussisme est presque devenu un réflexe, n'a pas nécessairement conduit à un soutien massif pour ce conflit. Nous voyons donc tous ces signes montrant que les gens sont en réalité de plus en plus opposés à ces conflits. On le constate dans la façon dont ils en parlent. Cependant, c'est le malaise, la stagnation, la frustration qui mènent à plusieurs choses. D'une part, cela pousse certaines personnes à s'intéresser davantage aux médias indépendants. C'est pour cela que les médias indépendants gagnent en popularité. Cela les pousse aussi à entreprendre une forme d'action, comme on le voit avec la Palestine, pour arrêter la folie, mettre fin aux horreurs et aux tueries. Mais cela peut aussi conduire, et c'est ce que nous avons observé, à du ressentiment et à une frustration qui deviennent presque décourageants. C'est comme une perte de foi dans l'exceptionnalisme américain, ce qui conduit donc à une sorte de perte de confiance en soi. C'est pourquoi je pense que le système bipartite, bien qu'il soit dominé par les mêmes élites, continue de survivre, parce que les gens ne voient pas d'alternative et ne se sentent pas capables d'en construire une. Et puis, à l'échelle internationale aussi, ce que je pense qu'il va se passer, et ce qui arrive souvent, comme on l'a vu pendant la guerre en Irak, l'invasion américaine de l'Irak, c'est que tant que cela n'a pas d'impact direct sur les gens aux États-Unis, tant qu'un conflit comme celui en Ukraine, ou une guerre avec la Chine, ou ce qui se passe en Asie de l'Ouest avec l'Iran, tant que cela n'affecte pas directement les Américains, surtout sous la forme de corps rapatriés, c'est généralement à ce moment-là que l'agitation et le ressentiment se transforment en rébellion. Tu as raison, parce qu'ils ne ressentent pas les 300 milliards de dollars de leurs impôts qui auraient pu être utilisés pour aider leurs enfants, pour créer un meilleur système de soins de santé, ou même simplement pour offrir des soins médicaux à toute personne de moins de 65 ans.
comme c'est le cas en Ukraine et en Israël, où les gens bénéficient de l'argent des contribuables américains. C'est complètement fou d'y penser. Danny, nous n'avons plus de temps. Félicitations, mon ami. Je pensais justement à tes chiffres. Tu sais, tu approches les 500 000 abonnés. Quand je travaillais à CNN, j'étais le présentateur le mieux noté à l'époque. Vous vous souvenez peut-être, ou non, de mon émission, Rick's List. Et je me souviens qu'on me félicitait chaque jour si j'atteignais 300 000 téléspectateurs un jour donné. Aujourd'hui, vous êtes là, et d'ailleurs, ils atteignent même pas 300 000 téléspectateurs sur CNN en ce moment, dans la tranche démographique clé, et vous touchez régulièrement des millions de personnes. Chapeau à vous, mon ami. Bravo. Bien joué. C'est parce que vous dites la vérité, parce que vous travaillez dur, parce que vous avez une bonne émission, et parce que vous échangez avec des gens intelligents. Donc, je vous tire mon chapeau et merci beaucoup d'être venu partager vos idées avec nous aujourd'hui. Alors, dans cette vidéo, Danny Hong analyse les tensions géopolitiques actuelles entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Il revient sur la politique étrangère américaine, notamment sous Donald Trump, les enjeux autour de Taïwan et la montée en puissance du bloc BRICS face aux sanctions occidentales. Il évoque également les répercussions économiques internes aux États-Unis et la montée des voix critiques face à l'ordre établi. Le monde assiste-t-il à la fin de l'hégémonie américaine ou la montée d'un monde multipolaire est-elle inévitable? Partagez avec nous vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos de tendance et les analyses d'actualité sans fuite ni parti pris sur la chaîne Info Locale. À tout de suite.